Alors, bonjour Cécile. Bonjour monsieur. Du coup, pour démarrer, j'ai surtout par un devoir de mémoire, on va dire, Hmm. envie de vous demander, est-ce que vous vous souvenez du coup de vos grands-parents? Et est-ce que vous pouvez, si c'est le cas, nous les présenter? Alors, je ne connais pas les grands-parents du côté de maman, seuls mes grands-parents de papa, mais ils n'étaient pas natifs de Villerville. D'accord, Voilà. Mais mes grands-parents maternels, je ne les ai pas connus. d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de vos grands-parents paternels? Paternels, oui, ils sont arrivés à Villerville venant de... D'où est-ce qu'ils étaient? Je ne me souviens plus. Et ils se sont installés comme épiciers dans la rue Maréchal Foch. Elle était l'épicière, là où est madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui est dans cette maison verte, là, à côté du restaurant. Elle a travaillé avec M. Maresco à la mairie, cette dame-là. Enfin, je ne m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Non. C'est pas grave. Déjà, c'est important d'avoir une trace, en fait, tout simplement, de Oui, ce qui mes s'est fait. grands-parents, mais mes grands-parents n'étaient pas natifs de Villerville. C'est pas très, c'est pas important. C'était les grands-parents de maman qui étaient de tout le temps de Villerville. Je ne sais pas depuis quand c'est parti, mais j'en sais rien. Il est là d'ailleurs, mon grand-père maternel, comme capitaine des pompiers, Ah oui, avec d'accord. son costume là. Il est là, oui. D'accord, donc lui était capitaine, enfin, était pompier. Oui, Et du coup, votre grand-mère, oui. elle faisait quoi, vous m'avez dit? Elle a tenu la boutique de... Alors, ma grand-mère du côté de maman, Oui, ma grand-mère, ben, je ne l'ai pas connue. vous l'avez pas connue du tout, mais vous avez entendu parler d'elle. Ah bah oui, bien sûr, Et elle faisait mais quoi du coup? ce- elle était à la maison. D'accord, ça marche. Ah oui, attendez que je réfléchisse, Elle parce était que femme au foyer. vous venez à un moment où je ne suis pas très bien dans mon cerveau, puisque j'ai été bouleversée avec de la morphine, et j'ai oublié des choses. Oh, c'est pas très grave. Non, mais Alors, mes grands-parents du côté de maman, je ne les ai pas connus. J'ai connu ceux de papa, mais ce n'étaient pas des Villervillais. D'accord. Voilà. Et Alors, mes grands-parents du côté de maman étaient ici. C'était leur maison. Attendez que je cherche bien leur maison, parce que cette maison-là n'était pas construite. Je ne sais pas du tout où ils habitaient, mais en tous les cas, c'était là qu'était l'atelier de travail de mon grand-père, du père de maman. d'accord. Et il a eu jusqu'à une dizaine d'ouvriers. Il était couvreur, c'était au moment où on construisait les maisons par là, hein, alors il y avait beaucoup de travail. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs du coup avec les grands-parents que vous avez connus, des De, souvenirs en particulier avec mes grands-parents de mon père, on ne se fréquentait pas beaucoup, parce que d'abord, il n'était pas de Villerville, et puis ma grand-mère n'était pas très, très bonne, du côté de papa. Elle n'était pas très bonne. D'accord. Pas un attachement particulier de votre part. Non, c'était pas... Vous voyez, elle était épicière, ils étaient épiciers. Au moment de Noël, elle avait forcément des croquettes de chocolat. Elle ne nous en a jamais donné une. Ah oui, c'était un autre temps. C'était une autre catégorie. C'était pas du tout de la bonté. Elle avait un fils qui était un peu malade. Hmm. Alors c'est peut-être ça qui l'a rendue méchante. Je sais pas. On n'a jamais voulu. Mais maman nous forçait quand même, au moment de la bonne année, il fallait qu'on aille leur souhaiter quand même la bonne année. Mais on passait dans le magasin avec les croquettes sur la gauche, là, mais on n'en avait pas. C'était bon, Ça devait être c'était triste de comme les ça. regarder dans la vitrine. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas méchant. Bon, ça marche. Bon, du coup, on va clore le chapitre grands-parents. Oui, Donc, on va passer à vos parents, du oui, coup. mes parents. Est-ce que vous pouvez nous raconter
un peu leur vie dans les grandes lignes, hein, parce que là c'est aujourd'hui, c'est surtout pour votre vie. Mais est-ce que voilà, vous pouvez Alors, dire à peu près où maman, ils sont nés? En gros, juste, je vous dis ce qui nous intéresse, ça va être surtout où est-ce qu'ils sont nés, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, oui. et puis après des petites choses personnelles Alors, maman est née ici, je crois, enfin ici à Villerville, Mhm. ou je ne sais pas, où est-ce qu'ils habitaient, je ne m'en rappelle plus. Voyons voir, mes grands-parents, ben, ils étaient là avec leur atelier. Après, ils ont fait. Ils venaient, voilà, mais de ce côté de maman, ils venaient de la Mayenne. D'accord. Le premier grand-père est arrivé comme ça quand il a appris qu'on construisait des villas à Deauville. Et comme il était en Mayenne, il est venu à pied de la Mayenne. Alors ça, c'est mon arrière-grand-père. Et il a bâti son atelier. Après, il s'est marié avec une Villervillaise, sûrement, qui était... et puis, maman est née. Je ne me rappelle plus du tout de là. J'aurais pu trouver ça, mais j'ai un peu oublié. C'est pas très grave. Alors, maman et sa sœur étaient d'une famille aisée, puisque les parents étaient... Le père avait une bonne situation là. Et alors, elles étaient des jeunes filles très chic, très bien. Elles allaient à la nouvelle saison au Havre. Elles traversaient pour aller au Havre, pour aller se refaire des beaux costumes, C'était des jeunes filles qui étaient vraiment d'une famille aisée. D'accord. Voilà. Mais très, très bien élevées, très bien éduquées, très bien... D'accord. Oui. Et du coup, votre père? Alors, oui, je ne sais pas du tout comment elle l'a rencontré, parce que ce n'étaient pas des jeunes filles qui traînaient à droite et à gauche, hein. Mais je pense qu'ils sont venus demander la main les Lavardes sont venus demander la main au Morin, puisqu'il s'appelait Morin. Maman s'appelait Morin, et puis elle s'est mariée avec lui. Mais je ne sais pas du tout comment ils ont été fiancés, tout ça. On ne nous parlait pas de tout ça. Ça ne nous regardait pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, oui, oui. On va rectifier le tir. Alors voilà, donc mon père était... qu'est-ce qu'il faisait comme travail, mon père? Cheminot. Cheminot. Ah non, c'est mon mari. C'est après. Mon père, il était... Oh, c'est idiot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il devait être ou maçon, quelque chose comme ça. Puisque mon père a travaillé au Grand Hôtel du Golfe de Deauville, l'Hôtel du Golfe, vous savez, qui domine Deauville, là. Oui, tout à fait, le grand. Il a participé à... Électricien. Il était électricien. Merci. Merci. Je l'avais oublié. Oui. D'accord, donc il était électricien et du coup, il a participé du coup. Oui, à la construction là-bas. Voilà. Et quand ça a été terminé, il n'y a plus de travail. Ah oui. Non. Ben non, parce que ça a dû se terminer 1 an avant la guerre, je crois, cet hôtel. Et vous savez qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. Ah oui. Donc il est revenu, bon, il était chez lui, mais il ne travaillait pas, puisque personne ne voulait faire mettre il ne pensait pas à installer l'électricité comme c'est maintenant. Oui, voilà. partout, c'est énorme. Alors il n'avait pas de travail. Alors pour ça, ben, il allait faire toutes les marées pour pouvoir nous ramener du poisson et des machins. Puis entre-temps, ben, il a été avec les copains qui étaient maçons et qui n'avaient pas non plus de travail. Je vous parle de tout de suite avant la guerre, hein, quelques années avant la guerre. Et alors, ben, ils allaient au bistrot, puis on tapait le carton, et puis on venait complètement paf à la maison. Ça n'a pas arrangé les affaires. D'accord. Bon, on va clore le chapitre des parents, et maintenant on va passer à votre vie. C'est le souvenir que j'ai de mon père,
quand j'étais petite. On va y revenir justement. Oui. Parce que la partie où vous êtes arrivé sur cette planète, après, Oui, on va en parler maintenant, Oui. justement. Tout le ressenti que Alors, vous avez je eu suis en née en 1931. D'accord. C'était pas hier, c'était avant-hier. Et puis, j'étais la deuxième. Oui, mon frère est né. J'ai deux frères qui étaient avant moi. Mhm. Alors, il y en a un qui était né en 30 et puis l'autre en 29, sûrement. Vous m'avez pas dit où? À Villerville, Ah, là. rue des Bains. On est là. Puis il y a Vous pouvez eu nous un... raconter justement, parce que tout à l'heure on en a parlé, mais j'avais pas lancé la vidéo. Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez entendu parler sur l'accouchement? Enfin, sur, Ah ben l'accouchement, on n'était pas au courant de l'accouchement. Hein. On ne savait pas du tout comment ça naissait, nous. On nous montrait même pas. Quand on est né, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'était dans la maison, hein, elle accouchait dans la maison. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter, avant votre premier souvenir, on va dire, donc, qui est souvent autour de 4 ans, est-ce que vous avez je sais pas, votre mère, vos frères vous ont raconté des choses sur votre toute petite enfance? Pas mes frères, parce qu'on avait un an, 30, 31, non, 29, 30, 31, Oui. Puis il y a eu un petit frère encore à côté qui est mort malheureusement, de la faute de mon père. C'est quelque chose dont on n'en parle pas, parce que c'est autre chose ça. Et du coup, oui, qu'est-ce qu'on a pu vous dire, comment vous étiez bébé, en fait, tout simplement? On ne parlait pas de ça. Vous n'avez pas eu des échos plus tard? Non. Vous ne savez même pas si vous étiez un bébé colérique ou Non, non, un non, bébé non, sage? non, 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 non. On poussait, puis voilà. Oui, c'est ça. Poussez, vous arrivez enfant. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est, est-ce que vous pouvez me parler de votre plus vieux souvenir? De quoi? Le tout premier, si vous devez classer par ordre, voilà, le tout premier souvenir de votre vie, qu'est-ce que c'est? La méchanceté de mon père. On traînait pas dans la rue, on connaissait pas Villerville. Enfin, on n'était pas dans la rue. Fallait qu'on reste à la maison. On était bien élevés. Maman faisait tout ce qu'elle pouvait pour que les enfants soient bien élevés. Alors, bon, jusqu'à l'école, on est resté dans la maison. Et on n'avait que l'exemple de notre père qui perdait sa vie, en fait. Mm. Et ça, c'est ce qui me reste, malheureusement. Je le vois encore frapper maman, lui casser des dents, maman qui saignait, qui attendait son 4e enfant. Ça, voilà ce que je me rappelle de mon enfance. C'est tout. Autrement, il nous adorait, il nous aimait quand il était à jeun. Rage de l'alcool. Et les hommes, à cette époque-là, n'avaient pas de travail. On approchait de la guerre, là, mais on ne le savait pas. Ça devait être une drôle d'époque. Il est mort en 1938, vous n'avez qu'à voir. Il est mort de quoi? De soulerie, de poumons qui... Je sais pas. Oui, de maladie, quoi. Oui. Oui, il est mort de maladie, d'accord. Oui. D'accord, donc du coup, si je refais l'ordre chronologique, vous, en fait, vous avez perdu votre père à 9 ans à peu près. Eh bien, il est mort en 1933. Non, 1938. Oui, 38, donc j'avais 7 ans. 7 ans, pardon. Oui. Ah oui, vous avez perdu votre père assez tôt. Donc, comment ça s'est passé après? Alors, on reste avant-guerre. Hein. Oui. Comment ça s'est passé, du coup, la reconstruction familiale après la perte de votre père? Je ne peux pas m'en souvenir. Je crois qu'on était pas mal, mais comment est-ce qu'on vivait? Je crois que maman allait faire des ménages à droite et à gauche pour gagner sa vie. Il me semble que c'est ça. Et puis, il est arrivé que c'était l'époque où on donnait des vacances aux ouvriers. Comment ça se dit quand il y a eu des vacances. Les congés payés. Voilà, les congés payés. Alors, l'été, eh bien, elle accueillait les gens
Et nous, on se mettait dans la cave, et on avait nos lits dans la cave, mais elle laissait la maison aux gens qui venaient en vacances. Et je pense que ça leur faisait un petit rendement. C'était tout de suite avant la guerre. D'accord, juste avant. Oui. Et alors, avant toujours de parler de la guerre, est-ce que vous pouvez me parler de comment ça se passait? Donc, vous en avez parlé à l'époque où il y avait encore votre père, mais un peu plus tard, quand vous étiez un enfant, on va dire, en âge plus mature, comment c'était l'enfance? Vous jouiez à quel type de jeu avec vos frères? Qu'est-ce que On vous était à la aviez fait? maison, on ne traînait pas dans la rue, on n'allait pas nulle part. On allait au patronage plus tard, pendant la guerre, où on était quand même jeunes, hein, et mademoiselle Chegaray, c'était le jeudi qu'on avait du congé, hein, ou mercredi, on s'arrêtait l'école, je sais pas, et on allait avec elle. Alors ça, c'était bien. Puis on rentrait à la maison, puis voilà, on restait à la maison, hein, on ne faisait pas autre chose, on ne traînait pas. Ça se faisait pas, on n'allait pas dans la rue. Est-ce que vous Et avez des petites anecdotes qui peuvent vous revenir de cette époque, avant-guerre? avant-guerre, pas beaucoup. Hmm. Je me rappelle, non, à partir du moment où des gens sont venus en vacances, on a connu des gens charmants. Il y en avait beaucoup aussi, enfin quelques-uns qui nous prenaient par la main quand ils descendaient à la plage, et ils nous emmenaient à la plage. Bon, on était des petits gamins, bon, puis très bien. Autrement, on était à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fallait pas qu'on traîne dans la rue, hein, c'était pas possible ça. D'accord, alors du coup, maintenant, on va parler de cette période de guerre, justement. Déjà, comment vous avez vécu l'entrée en guerre? Comment ça s'est passé? Comment vous avez su que c'était la guerre? Alors, déjà, on a eu la mort de papa, en 1938. Alors, il a fallu se dépatouiller, et tout d'un coup, on a appris que les Allemands arrivaient. Et quand on a appris que les Allemands arrivaient, les gens de Villerville sont partis. Ils avaient peur de l'arrivée des Allemands. Mais nous, on n'est pas partis. Et un beau jour, on a su que les Allemands arrivaient. Alors, Villerville était quasiment vide. Les gens étaient partis dans des familles, bon, à la campagne. Et maman et nous, elle nous a emmenés un jour, et les Allemands arrivaient par le Trouville. Il y en avait, je ne sais pas, toute une bande à pied. Ils arrivaient à pied. Et on était juste à côté de l'église, et on les regardait. On était tout seuls, il n'y avait plus personne d'autre. Et ils étaient minables. Ils étaient, je ne sais pas, moi, il y en avait peut-être une centaine qui arrivaient, qui venaient je ne sais pas d'où, à pied. Ils avaient des pauvres godasses, des pauvres... Et maman qui leur dit, oh, les pauvres soldats, c'était des Allemands, hein. Ah, les pauvres soldats, quand même, qu'est-ce qu'ils ont l'air malheureux. Et il y en a un qui s'est retourné qui a dit, pardon, madame, le soldat allemand n'est jamais fatigué. Oh, ben, va-t'en, alors, si que maman lui répond. Et ils ont continué leur route. Et nous, on est redescendus chez nous. Je ne sais pas ce qu'on mangeait, parce qu'après tout, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. On était quasiment les seuls à être restés quand les Allemands sont arrivés. Et puis ils se sont installés, petit à petit. Ils ont pris toutes les maisons vides, ils se sont traités. Et qu'est-ce qu'on avait dans la rue? Des soldats allemands qui venaient nous dire bonjour, qui nous parlaient, qui étaient gentils comme tout. Eh bien, nous, on les écoutait. Chez moi, alors, on était en bordure de mer, notre maison, elle était dans la rue des Bains. Alors, on nous a fait monter à la rue de Landal, parce que Rommel est arrivé, le maréchal Rommel, et quand il a su qu'il a eu des connaissances que des soldats étaient là à Villerville, il est venu voir parce qu'ils avaient la trouille que les Anglais viennent débarquer par là. Alors il a fait tout le chemin du bord de la mer, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne m'en rappelle plus. Et ah zut alors, j'étais partie sur un chemin et j'ai oublié. Enfin bref, Rommel est venu, et tout à fait au début, pour étudier un peu tout ça, la côte et tout ça. Et puis ils se sont installés dans les maisons. Bon. Et puis ils ont installé une cuisine là dans la rue des Poilus, c'est celle-là.
en bas. Ils ont pris une villa, et puis il y avait un cuisinier qui faisait la popote pour tous les soldats qu'il y avait dans Villerville. Et ils ont pris des femmes pour éplucher leurs légumes. Bon, ça, les femmes étaient payées, c'était déjà ça. Maman a travaillé, là d'ailleurs. Ils étaient adorables, ces soldats-là, vraiment. Et dans la rue, ils nous interpellaient. Et il faut apprendre à parler allemand. Alors, on écoutait. Et puis, ils nous ont appris des chansons. Puis, nous, on avait un piano chez nous. Alors, ils jouaient du piano. Et il y en a même un qui est venu, qui a été voir maman, là où elle chez elle. Il dit, Madame, dans votre maison, vous avez un piano. Et, au bout d'un petit temps qu'ils étaient à Villerville, hein, tout ça, ça se défaisait, ça s'installait. Et alors, elle dit, oui, est-ce que je pourrais aller sur votre piano? Parce que je suis pianiste en Allemagne. Et alors, je voudrais bien continuer. Mais il dit, mais bien sûr, ma porte est toujours ouverte. Qu'il y ait du monde dans la maison ou pas, vous rentrez, vous allez faire votre piano. Et c'est ce qui... Charmants, ils étaient adorables, comme n'importe quelle personne. On n'a jamais eu peur de ces Allemands. Jamais. Ils nous interpellaient dans la rue. Il y en avait un, je me rappelle, dans la rue Foch, on était 2, 3 filles là, dans la rue, et ils nous faisaient voir leur dictionnaire. Ils disaient, il faut apprendre l'allemand. Alors, oui, d'accord, mais comment? Ah ben, je veux bien vous apprendre l'allemand. Ils étaient comme ça, hein. Ils étaient comme des gens qui étaient en vacances à Villerville. C'était exactement ça. En plus, c'était la mer, ils ne connaissaient pas la mer en Allemagne. Ils habitaient... Bon, alors ils étaient contents d'être là. Hein. Et ils étaient tous très, très gentils. Et puis, à une époque, on n'avait pas grand-chose à manger dans Villerville. Ils l'ont appris. Et ils ont fait savoir, s'il y a des familles qui ont faim, qu'ils viennent à la cuisine, on leur donnera à manger. Eh bien, il y avait des gosses, évidemment, qui faisaient la queue le soir, qui venaient avec des gamelles et ils remplissaient avec de leur soupe. Voilà les Allemands qu'on avait à Villerville. C'est vous dire. Hein. Vraiment gentils et tout. Et puis un jour, maman s'en va... ça monte un petit peu la rue, puisqu'on habitait dans la rue des Bains. Alors, pour aller travailler, ça monte un petit peu, c'était la rue là, en face. Elle voit un soldat allemand qui descend, puis elle est toute étonnée, parce qu'elle dit, c'est drôle, c'est une tête qui me dit quelque chose. Mais quoi? Parce qu'elle n'avait pas tellement de relations avec les Allemands. Et puis, c'était un jeune homme, un jeune militaire. Eh bien, Madame Lavarde, vous ne me reconnaissez pas? Il parlait comme ça. Il dit, mais vous êtes Monsieur Courage, vous êtes qui? Non, vous êtes qui, monsieur? Alors il dit, mais mes parents sont venus en vacances chez vous avant la guerre. Avant la guerre, on était dans votre maison. C'est pas possible. Il dit, oui, parce que mes parents étaient allemands, en Allemagne. Moi, je suis née en Allemagne. Et tout de suite après, Hitler est arrivé. Ils sont venus en France et ils se sont installés à Rouen. Et ils étaient à Rouen depuis la venue de Hitler. Si bien qu'ils parlaient français aussi bien que vous et moi. Et le garçon avait été élevé à Rouen. Mais elle dit, mais alors pourquoi vous êtes soldat allemand? Parce qu'ils ont fait la bêtise de me mettre au monde en Allemagne. Alors voilà. C'est drôle, hein. Des détails près. Hein. Et puis alors lui, il était content de retrouver... Parce qu'à l'époque, quand on recevait les gens qui venaient en vacances, ils vivaient avec le propriétaire, mais ils disposaient de chambres. Alors, ils n'étaient pas tout seuls dans la maison, voilà. Alors, donc, eux, c'était des Allemands, mais elle ne savait pas que c'était des Allemands, tellement ils parlaient bien français, hein. C'est extraordinaire comme une chose. Puis les retrouver à Villerville comme ça a été... Ah, elle dit, oui, j'ai croisé votre fille, mais je n'osais pas aller lui dire bonjour. Il parlait très très bien français, évidemment, puisqu'il a fait toutes ses études à Rouen. Mais après la guerre, on n'a pas eu de nouvelles, alors il a dû être tué.
Ils ont été tués tous là-bas. Là. Enfin bref, c'est la guerre. Voilà, alors donc on a des anecdotes comme ça. Complètement, c'est génial. Non, et puis on n'a pas du tout eu peur des Allemands, c'est surtout ça. Oui, c'était... Alors ils nous arrêtaient dans la rue quand on était 3-4 filles en train de bavarder dans les rues. Ils venaient puis ils disaient « Il faut apprendre l'allemand ». Ben non, nous on ne peut pas apprendre l'allemand. Si, moi je veux bien vous apprendre l'allemand. Alors ils nous ont appris des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist du Hans geblieben? Steckt nicht in Tintenfass? Donnerwetter, Donnerwetter, was ist das? Ça, ils nous l'ont pris, c'était une petite histoire comme ça. Mais ils étaient vraiment... J'ai jamais rencontré des Français comme ça qui nous interpellaient pour nous dire « Alors, vous travaillez bien à l'école, alors... » Pour nous, c'était pas nos ennemis. C'est ça qui est drôle. Hein. Oui, complètement. Oui, c'est ça qui est drôle. On n'avait pas ce rapport de haine. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais ils étaient jeunes aussi. C'était des jeunes soldats qui étaient là. Hein. Ils occupaient la France, quoi, c'est tout. Hein. Et puis les raisons des guerres sont mystérieuses à chaque fois. Ben oui, et puis la guerre, on n'était pas bombardés, ou si peu. Il y a eu la bagarre quand ils sont arrivés. En l'air, ça, nous on était dans une maison rue des Bains, donc on voyait la mer. Ils se battaient entre Anglais, Allemands et tout ça. Les avions, on voyait les soldats qui étaient là-dedans, on les voyait tomber dans la mer, ils étaient tués. L'avion qui tombait après. Alors dans la journée suivante, on avait des cadavres sur la plage hein, qui arrivaient là. On a vu des bagarres, c'est sûr. Puis le Havre, ça tapait. Hein. Quand les Allemands sont arrivés, je peux vous dire que c'était un feu d'artifice. Hein. Alors nous, on était tous les trois dans le grenier, on regardait ça. Puis un jour, on s'est fait engueuler. Ma tante était descendue pour voir ce qu'on faisait à la maison tout seul, puisque maman devait travailler. Alors elle me dit « Qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous vous rendez compte, vous allez recevoir des morceaux de trucs. » Alors, oui, mais regarde comme c'est beau. Ben oui, peut-être que c'est beau. Un feu d'artifice, c'était la guerre. Hein. Non, croyez-vous qu'on avait peur? Pas du tout. Pas du tout. Puis les Allemands, comme ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés en ayant le revolver pour tuer tout le monde. Pas du tout. Ils se sont installés comme s'ils arrivaient en vacances. C'est pas compliqué. Ils ont regardé toutes les maisons qui étaient vides et puis ils les ont occupées. Oui, il y avait une présence militaire française. Ah oui. Non, il n'y avait pas, non. Il y avait déjà eu la reddition, je crois. Ouais, c'était parti, oui. Une fois que, je ne sais pas comment ils ont fait, une fois qu'ils ont été les maîtres en France, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Hein. Parce que les hommes ici en France étaient partis prisonniers. Il faut bien se dire ça. Et puis après, il y a le régime de Vichy qui a fait que oui. vous avez capitulé. Quoi. Oui. On était obligés. Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'ils n'ont pas eu le choix. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à l'information, comment vous aviez les informations à l'époque? Ça venait de quel biais? Je ne peux pas vous dire. Enfin, vous, en tant qu'enfant, je suppose que ça venait des adultes, mais du coup, eux, c'était la radio, c'était les journaux, c'était... Les radios, on n'avait pas de radio chez nous. Je crois pas, je ne me rappelle pas. À l'époque, je ne sais pas. Si, pourtant, papa avait une radio dans la cuisine. Oui, donc on avait une radio. Mais je ne sais pas si maman écoutait tellement de ça, j'en sais rien. Puis nous non plus, on n'était pas attachés à la radio. Je ne sais pas pourquoi, c'est que c'était trop nouveau ou j'en sais rien. Ça ne nous intéressait pas. Je sais pas. D'accord, donc du coup, cette période de guerre a été quand même un drôle de moment, on va dire. Quoi. Exactement. Ça aurait pu être catastrophique de tuerie, parce qu'il y a des endroits où ils sont arrivés, où ils ont tué quand même pas mal de gens. Mais nous, non, on aurait dit des gens qui arrivaient en vacances chez nous. Ils étaient tellement contents d'être au bord de la mer, ils n'avaient jamais vu la mer. Ils sont descendus à toute vitesse, là, les premiers jours où ils étaient là. Je peux vous dire qu'ils étaient heureux. Hein. Et même après la guerre, quand on a fait un comité de jumelage, et alors on a invité les Allemands, alors ça c'était plus la guerre bien sûr, c'était pendant que mon mari était là, il avait organisé ça pour que des Allemands viennent en vacances ici. Et je me rappelle le premier quart, ils se sont arrêtés devant chez nous, c'est qu'on habitait là-haut, et
tout de suite, ils ont vu du haut de la rue, je sais plus, j'ai oublié le nom, là-haut, là, au garage, ils ont vu la mer. Oh, ils sont descendus la côte à toute vitesse. Ils venaient de la campagne, alors vous vous rendez compte. Comme quoi, entre la guerre et pas la guerre, c'était exactement la même réflexion. Ah, la mer. Ouais. Non, on n'a pas été. On ne peut pas dire qu'on a été malheureux avec eux, c'est pas possible. Et ça s'est fini comment cette période du coup? Ah bah, ils ont évacué Villerville. Il a fallu qu'on s'en aille. Ah bon? Ah oui, Villerville a été vidé. Alors ceux comme nous, qu'on ne savait pas où aller, le maire a nous a envoyés dans l'Orne. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour pouvoir envoyer des Villervillais dans l'Orne. D'accord. Et on a été accueillis dans l'Orne absolument très bien. On n'était pas dans des maisons terriblement... c'était une ancienne grange, je ne sais pas quoi. Mais les gens nous ont bien accueillis. Bien accueillis. On était dans un petit bled qui s'appelait Saint-Jouin-de-Blavou. On avait des maîtres, il y avait l'école des garçons, l'école des filles, un petit bled de pas grand-chose, hein, mais c'était vraiment, on a été vraiment bien accueillis. On ne peut pas dire le contraire. Okay. Pourquoi vous avez été évacué? Pourquoi? Bah parce que justement, là, je pense qu'ils pensaient qu'on allait peut-être avoir des bombes sur le village, alors ils avaient peur qu'on meure. En 1945. Bah, quand vous êtes parti? Oui. Pourquoi? Oui. Pour ça, oui. Oui, parce que ils avaient peur du débarquement ou de je sais pas quoi. Il y a déjà eu le débarquement du coup, peut-être? Bah, j'en sais rien, parce que du fait qu'ils nous ont emmenés là-bas, je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'on est parti? C'est parce que justement, on craignait le débarquement des Anglais. Et on avait peur sûrement d'être tués par là, ou je sais pas comment la municipalité a organisé ça, j'en sais rien. Mais je pense que le débarquement, ils en avaient sûrement la trouille et ils se disaient on va y passer tous si on reste là. Donc ils ont fait évacuer Villerville. Alors nous on était, je vous dis, évacués. Où hein? Alors ils ont fait des cars où ils nous ont emmenés. On était plusieurs Villervillais là-bas dans l'Orne. Mais on a été bien accueillis. Il restait combien d'habitants à Villerville? Si vous avez à peu près un chiffre. Au moment du débarquement? Au moment où vous avez évacué justement Villerville, il en restait combien? Je sais pas. Vous n'êtes pas parti en groupe, je suppose? On est parti un quart de... il y a eu des gens qui ne voulaient pas partir comme ça dans l'Orne. Hein. Ils se sont débrouillés pour aller dans la campagne ici parce qu'ils connaissaient des gens. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais il a fallu qu'on parte. On a laissé toutes nos affaires, toute notre maison, tout vide. Hein. Et là-bas, le directeur d'école était le chef de la résistance. Dans le village Oui, d'accord. À Saint-Jouin-de-Blavou. Et quand les soldats sont venus, là, je me rappelle, il avait été accueilli. Ils ont été accueillis, les Américains, quand ils sont arrivés. Et le général, il était général au maréchal Leclerc. Alors, Leclerc, il me semble qu'il a été général à la fin. Oui. Et il est venu à Saint-Jouin, là, au moment du machin, là. Il est venu voir notre directeur d'école, de garçon, puisqu'il était le chef de la résistance. Et on a eu la permission d'aller lui dire bonjour et de serrer la main à Leclerc. Alors, c'était en pleine débâcle, là, c'était bien. On a été bien accueillis là-bas. On était mal logés, mais c'est pas grave. Il y avait de quoi manger. C'était déjà ça, la campagne. Et dans l'Orne, il n'y a pas eu, je suppose, de bataille autour de vous? Il n'y a pas eu ce genre de choses? Bah, ça a canardé pas mal. On n'a pas traîné, hein, parce que... Puis les chars, ils ont déboulé. Ils avaient du matériel, hein, les Américains. Oh là 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 là. Mais ils n'ont pas lancé de bombes au-dessus de nos villages et tout ça. Non. C'était des petits bleds de rien du tout. C'était à côté de Mortagne, là. On n'était pas mal du tout, on n'était pas malheureux.
Oui, en fait, c'est surtout les grosses villes qui ont été touchées, on va Oui, dire, par la guerre. oui, Pour oui, oui, À la campagne, ça se passait plutôt bien. oui. D'accord. Et le jour du débarquement, c'était le jour de notre certificat d'études. Et alors, le matin, on était partis à l'école pour se préparer, l'école des filles, et il y a justement le directeur des garçons, qui était le chef de la résistance, il a téléphoné à sa femme, qui était à l'école, il dit « Ne partez pas pour le certificat d'études, les Anglais ont débarqué, ne partez pas, ne partez pas ». Alors donc, on n'a pas eu de certificat d'études ce jour-là. Puis après, on les a vus arriver, bien sûr. Alors, on a été dire bonjour. Nos maîtres d'école nous ont emmenés pour voir les Américains qui arrivaient, puis Leclerc qui est arrivé aussi. Ça a été un drôle de mouvement. Hein. Oh là 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 là. Oui, ça devait être particulier de voir. Ah oui. Ils ont débarqué. Je me rappelle, ils sont arrivés en char, des gros chars, machin. Ça, toute une après-midi, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Mais ça ne bombardait pas, c'était déjà ça. Ça nous a fait une curiosité. Oui, bah oui. Ok, est-ce que vous avez d'autres anecdotes sur le moment de la guerre? Ben, le moment de la guerre à Villers-Ville, pas grand-chose, hein, parce que ceux qui étaient là, ils sont restés là pendant presque toute la guerre. On les connaissait tous, on leur disait bonjour, on était... Et puis, comme maman et puis d'autres femmes travaillaient à la cantine, là, à la machine, à la cuisine, on avait de quoi manger parce que maman ramenait de la popote des Allemands. Hein. Alors, on n'avait pas à se plaindre. Alors, peut-être que des gens ont été arrêtés, ont été emmenés, j'en sais rien du tout. Mais pour nous, personnellement, c'était des pauvres gars qui faisaient la guerre, quoi. Ils n'étaient pas ravis non plus d'être là. Mais ils étaient très gentils, très très gentils, avec nous, surtout les gosses. Oui, et d'ailleurs, vous venez de parler justement des gens qui ont été emmenés, etc. Comment ça se passait? C'est-à-dire que personne ne savait, je suppose. C'était des on-dit, dans le sens où on savait qu'il y avait des gens qui avaient disparu, on va dire, mais pas de truc officiel ni quoi que ce soit. Non. Et vous avez une anecdote sur ce genre de choses? Non. Non, parce qu'on ne se rendait pas compte à quel point c'était horrible, en fait, cette guerre. Hein. Ça, on ne s'en rendait pas compte. Oui, puis, c'est après qu'on a appris toutes les atrocités qu'il y a eu. Hein. Mais là, non, on était trop jeunes d'ailleurs. C'était des soldats. Bon, ben, s'ils nous disaient bonjour, on leur disait bonjour. Hein, et puis voilà, c'est tout. Et maman qui travaillait à la cuisine, elle rapportait à manger à la maison. C'était déjà une bonne chose. Et encore une fois, quand ils ont su qu'il y avait des familles qui n'avaient pas assez à manger, ils avaient dit que les familles donnent une gamelle et on remplira la gamelle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bon, c'est déjà un bon geste. On a quand même pu un peu manger. Sinon, on n'aurait rien eu. Hein. Mais ce n'était pas de la collaboration. Ce n'était pas ça du tout. Faut pas confondre. Non, Faut pas confondre. D'accord. Et alors, du coup, passons du coup cette période de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé après la libération, du coup Oui. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est revenu à Villers-Ville, venant de l'Orne, eh ben, notre maison de la rue des Bains était mais dans un état lamentable. Elle a été vidée de tous ses meubles, et maman avait des beaux meubles. On n'a rien retrouvé. Alors, on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir avec ça? Et comme elle avait une cousine à Paris, elle lui a écrit à toute vitesse, et puis la cousine a dit, mais oui, viens à Paris avec tes enfants. Parce que les enfants étaient juste en âge où mes frères, fallait qu'ils fassent un apprentissage. Ils étaient arrivés à l'âge de 16-17 ans, hein, fallait faire un apprentissage, apprendre quelque chose. Et elle nous a accueillis à Paris. Et comme elle avait un cousin qui était chez Renault, mon frère aîné est allé chez Renault, il a fait l'apprentissage chez Renault. Mon autre frère, au manoir où est Ruquier, là maintenant, il y avait le tailleur
qui réparait les costumes des soldats allemands quand ils se déchiraient. Alors, c'était Walter Schnelle qui était dans ce manoir et un jour, mon plus jeune, enfin mon frère est rentré au manoir, puisque nous, on se traînait partout, on allait voir les Allemands partout, ils ne nous faisaient pas peur. Alors, il voit ce soldat qui était en train de coudre. Voir un homme coudre, c'était quand même extraordinaire à l'époque. Alors, il l'a regardé, et puis Walter lui dit, bah, comme. Il lui a fait voir ce qu'il faisait. Alors, mon frère était toujours fourré avec Walter. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait comme métier? Il a été couturier. Il est arrivé à Paris, il est allé dans une grande école pour apprendre. Et il gérait un magasin aux Champs-Élysées, Élysée Soierie, ça s'appelait. Et il a habillé tous les grands de ce monde, c'est vous dire, en partant d'un soldat allemand. Et il était, d'ailleurs, quand on est arrivé chez ma cousine et que ma cousine nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez apprendre ?» Quand mon frère a dit « Moi, je vais être tailleur », maman ne savait même pas ce que c'était, parce qu'elle ne savait pas qu'il allait voir Walter. Vous voyez un petit peu tous ces petits trucs. Et il en est arrivé là, qu'il a fait tout le temps, il a travaillé à Élysée Soierie. Et mon frère aîné, qui est rentré chez Renault, il a fait une école supérieure après Renault, payée par Renault d'ailleurs, et il était ingénieur chez Renault. Voilà. D'accord. Et si on était resté vivre à Villerville sans la guerre, on n'aurait pas fait ça. C'est malheureux là, de dire ça, parce qu'il y a eu tellement de morts et de misère, mais il y a quand même des belles choses qui arrivent. Il y a quand même des belles choses. Il faut les reconnaître. Walter, là, je vous assure, il a appris à mon frère, il lui montrait tout ce qu'il faisait comme couture. Alors ce Walter, il avait fait un enfant à Villerville. Un petit garçon, Alain, et il allait le voir à la maternité, et il avait envoyé avant sa chérie en Allemagne pour qu'elle connaisse sa mère à lui. Vous savez, à un moment, il y a eu comment est-ce que je vais vous expliquer? L'autorisation d'aller travailler en Allemagne. Hein? Les hommes qui étaient là sans travail, ils pouvaient aller travailler en Allemagne. Et alors Walter a dit à sa chérie, « Oh, ben, j'ai envie de t'envoyer voir maman, comme ça tu la connaîtras. » Et elle est allée là-bas toute seule voir sa future belle-mère, en fait. Hein. Oh, ça devait être particulier. C'est drôle. Hein. Et elle a été très bien su, très bien. Donc, ils ont fait ce bébé. Et le bébé, Walter le promenait dans Villerville, dans son landau. C'est vous dire que... Hein. Et puis, la guerre est finie, pas de nouvelles de Walter. On n'a pas revu Walter, on n'en a pas eu de nouvelles. Alors, ça a été un peu dur. Oui, les Boches, c'est ça, ils font des gosses, et puis bon. Et puis, en définitive, ce petit garçon qui a grandi, quand il a fait son régiment, il était à Offenbourg. Et il a dit, moi, je vais aller voir ma grand-mère. Parce que sa mère lui avait raconté toute l'histoire, qu'elle avait été en Allemagne, qu'elle avait connu la grand-mère et tout ça. Hein. Donc, il est allé la voir. Et la grand-mère lui a dit, mais mon petit gars, je ne sais pas ce qu'est devenu ton père. Il n'est jamais revenu de la guerre. Il a dû être tué sur le retour. Je pense qu'on a eu un avis de décès, mais il n'est pas revenu. Alors, il ne faut pas en vouloir à ton père. Et en définitive, on a appris que les Allemands qui étaient par là sont partis vers Honfleur et arrivés vers Pont-de-Mer. Ils étaient tellement nombreux, tout une nord, ils étaient 20 000, je crois, quelque chose comme ça. Ils rentraient à pied en Allemagne. Et les Américains qui débarquaient ont bombardé tous ces soldats-là. Il y a eu une horreur là-bas. Et Walter était dedans. Voilà. Quand on dit les choses, hein, c'est comme ça. Et ça a été horrible, horrible. Il voulait traverser le bac du Hode, là, vous savez, pour continuer, aller à pied, rentrer en Allemagne à pied. Ben, tous, une vingtaine de mille, 2000, je crois qu'il y en avait là. C'était quelque chose. Hein.
Je ne sais même pas où ils ont été enterrés, ni rien du tout. Donc Walter n'est pas revenu. D'accord. Et ce petit garçon, il a été élevé tout seul, mais il a quand même vu sa grand-mère. C'est extraordinaire. Hein. Oui, une anecdote très, Ah oui, très curieuse, c'est vrai. oui. C'est extraordinaire comme histoire, parce que... Ouais, tous en les méandres défi- de la vie, c'est vrai que là-dessus... Mais absolument, parce que c'était quand même nos grands ennemis. Hein. Bien sûr. Et ben, ce petit bonhomme, il a quand même connu sa grand-mère après la guerre. Ce petit et il a été aimé de son père. Il a été aimé de son père quand il était petit. Walter, quand il promenait son bébé dans le landau, mais il était heureux comme tout. Et puis ça n'a pas été plus loin, voilà, il a été tué là-bas. Alors du coup, revenons à votre aventure parisienne. Ah bah là, c'est pas Vous m'avez compliqué. parlé de vos frères, mais vous, Ah moi? oui. Ah bah c'est pas compliqué. Moi je suis rentrée dans une école on a habité. Alors, maman était veuve, mon père était mort, et elle avait ses 3 enfants. Elle a donc été chez la cousine. La cousine a dit, ben écoute, bon, les garçons, ça y est, c'est rangé, il va à l'école là, lui, il va chez Renaud, là. Et Titite, ben Titite, déjà, fallait qu'on se trouve à se loger, parce que là, on logeait chez ma cousine. Alors, maman avait trouvé une loge de concierge à Bécon-les-Bruyères. Faut le dire, c'est la banlieue parisienne qui n'est pas très loin de la gare Saint-Lazare. Et bon, ben, on avait une pièce. Et mes frères avaient une chambre au 5e étage. Bon, on s'installe. Chacun s'en va dans ses... Et moi, on m'a mise dans une école de haute couture à Asnières. Et j'ai appris le métier de haute couture. Moi, ça me plaisait bien. Puis après, j'ai travaillé, quand j'ai eu mon CAP, j'ai travaillé chez Juliette Verneuil, qui était la maîtresse du... Alors, je ne sais pas de quel grand magasin, je ne m'en rappelle jamais, de Paris. Il y a le Printemps, le Galerie Lafayette et... Le Bon Marché. Voilà. Alors, dans le haut du Beau Marché, il y a une Juliette Verneuil qui a dit ça va être ma maison de couture. Elle était la maîtresse du patron du Beau Marché. Et alors, j'ai commencé à travailler là. On a préparé toute une, comment on dit, avant le défilé, là, on a fait une création, et c'était très, très, très bien. C'était mon métier, j'ai dit ça, voilà. Vous avez quel âge à ce moment-là? Oh ben, j'avais 15-16 ans, Oh, d'accord. oui, c'est l'âge d'apprentissage. Eh ben, c'était en 45 ou 46. Eh ben, j'étais née en 31. Ça fait 9. En 31, j'avais 15 ans. 14-15 ans. 14-15 ans, oui, c'est ça. Et alors, du coup, après, qu'est-ce qui s'est Eh passé? bien, j'ai travaillé là. Puis après, elle a fait faillite, alors on s'est arrêté. À quel âge vous avez arrêté, du coup? Oh, ben, pas tard. J'ai travaillé. Voyons, quand je me suis mariée, j'étais plus chez eux, non? Ben non, quand j'ai rencontré mon mari, je devais avoir 17 ou 18 ans. Je l'ai rencontré sur la plage à Villerville. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ça que j'allais vous dire, c'est que la vie Non, parisienne, la jeunesse... j'habitais à Bécon-les-Bruyères, Oui. mais je venais quand même en vacances là. Puis j'avais une copine ici à Villerville qui avait fait connaissance des garçons qui sortaient de chez Renaud, qui venaient en vacances sur la plage. Hein. On fait vite connaissance. Alors on avait dit, viens, j'ai des copains à la plage. Et bien il y en a un évidemment qui est revenu avec moi à Paris. Puis après on s'est revus, puis on s'est revus, puis on s'est revus, et puis voilà. Ça s'est pas fait tout de suite. Il y a eu des étapes. Non, non. Et comment, alors, parlez-moi un peu de ça. Comment ça se passait, on va dire, entre guillemets, la drague, si je peux dire ça comme ça, Ben, à l'époque? c'était très gentil. Il n'y avait pas de coucherie. Et une fois qu'on a été rentré à Paris, puisque ces garçons-là qu'on avait rencontrés sur la plage étaient de Paris, eh ben, celui-là, Robert, c'était celui qui s'est le plus attaché à moi. Alors il m'a dit, est-ce que tu aimerais le dimanche qu'on se promène ensemble? Ben, je dis, pourquoi pas? Je vais te présenter un moment, parce que je vais quand même pas... Bon. Et puis ça s'est fait comme ça. Alors tous les dimanches, il venait me chercher pour aller se promener. Et puis un jour, il m'a demandé en mariage dans la gare Saint-Lazare. Il m'a dit, dis donc,
ça te dirait de te marier avec moi? Parce qu'il avait fini son apprentissage, lui, au chemin de fer, donc il était ouvrier. On était prêts à pouvoir se marier. Et alors, je lui dis, je veux bien me marier avec toi, mais est-ce que tu veux des enfants? Ah, il dit non. Moi, je ne voudrais pas d'enfants, parce que tu sais, c'est pas drôle, les enfants. Alors, si tu veux pas d'enfants, je ne me marie pas avec toi. Bon, d'accord. Négociation rapide. Et puis, il est venu à la maison, et puis, ça y est, c'est parti, on s'est fiancés, puis on s'est mariés, puis voilà. Puis, on a été très heureux. On était dans un petit appartement dans le 10e arrondissement, un vieux truc, un vieil immeuble pourri. On était au 6e étage. On avait juste 2 petites pièces, pas d'eau, pas rien. L'eau était dans l'escalier. Mais on était très bien. On était très bien. On a fait nos enfants et puis... Attendez, vous allez vite en besogne. Puis après, on a déménagé. Vous êtes marié à quel âge déjà? Je me suis mariée, je ne me rappelle même plus, en 52. En 52, voilà. Merci. Vous aviez 9, 12, 21 ou 22? Oui. Ah oui, Oui. c'était très jeune. Hein. Ah oui, 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 oui. Et alors, Puis lui, vous il m'avez avait... parlé d'une chose, c'est qu'en fait, vous reveniez à Villerville pour les vacances, Oui. c'est ça? De temps en temps, oui. Est-ce qu'on peut réaborder un sujet qu'on a un peu oublié? Vous nous avez parlé que vous sortiez de temps en temps pour la fête. Il y avait un... Les noces, non. Non, pour les... Ça commence par un P, Patronage. les patronages. Ah oui, voilà. Est-ce que avec vous pouvez me parler de mademoiselle ça? Chegaray. Oui. Tout à fait. Alors là, on avait le congé le jeudi à ce moment-là. Tous les jeudis, allez hop, on partait. Hein. Et puis elle était adorable parce qu'elle avait un genre d'éducation qui était dans la douceur. Et c'était vraiment très très bien. Elle nous baladait, alors fallait faire la prière à l'église, parce qu'à ce moment-là on avait le catéchisme et tout ça. Elle nous suivait dans tout ça. Et puis, ma foi, elle nous a appris pas mal de choses, dans les jeux, dans les trucs, dans les machins. Et on a vraiment eu une éducation sans avoir l'air d'être une éducation. C'était des choses naturelles. Hein. Et on a appris des trucs. Elle nous a... Vraiment, on y allait en courant hein, au patronage. Ah oui. C'était vraiment très bien. Très, très bien. Et petite question, du coup, vous aviez eu, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez eu une enfance, du coup, catholique. Oui, ah oui. Ah oui. À quelle fréquence, comment ça se passait, on va dire, le catéchisme, par exemple, le scoutisme? Le jeudi, il n'y avait pas de Vos scoutisme. frères n'ont pas fait de scoutisme? Non, non. Uniquement catéchisme et puis patronage. D'accord. Alors le jeudi après-midi, on allait se promener avec mademoiselle... puis on faisait des jeux, hein, on faisait des tas de trucs. Et d'ailleurs, j'ai des photos où on est en train de faire des jeux. Je ne sais pas où mes filles ont mis les photos. J'ai retrouvé des photos du patronage. Bon, enfin bref. Et puis, le jeudi, c'était ça. Je crois qu'elle nous emmenait aussi de temps en temps faire une petite prière à l'église. Et puis, on l'aimait beaucoup. Hein. Ah oui, on l'aimait beaucoup. Et elle nous a appris, elle nous a fait notre éducation, c'est vrai. Le bien, le mal, ça, on a appris. Elle a vraiment... Et puis on l'aimait, alors on l'écoutait, hein. Ça, il n'y a pas de doute. D'accord, alors du coup, bon, petite parenthèse sur le patronage, on revient maintenant dans le futur. Oui, Donc on refait un saut quand vous étiez donc à Paris, vous venez de vous marier. oui, Du coup, à ce moment-là, vous travaillez encore pour la couture. la couture. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite, Ben, professionnellement parlant? alors, professionnellement, rien, parce que j'étais à la maison. Vous avez pas employé, d'accord? J'ai éduqué mes enfants, et puis j'en ai pris avec moi. J'ai été nounou. Et j'ai encore des enfants qui, tous les jours, me mettent un petit message sur mon portable. Nounou. Et les enfants de ces enfants-là, ils m'appellent nounou. Alors, j'ai été nounou à la maison. On m'amenait les petits-enfants, et ça, c'était mon bonheur. J'en ai eu jusqu'à 4-5 par jour. Nounou, nounou. Ah, moi, j'adore les enfants. Alors ça, on n'a pas voulu en faire plus que 3,
Mais on aurait bien aimé avoir une grande, grande famille autour de la table. J'aime bien. Et tous ces enfants-là, il y en a une qui est en Dordogne, il y en a une qui est... Attendez, vous allez nous en parler de vos enfants. Ah oui, Avant d'ouvrir le chapitre enfants, justement, j'ai une petite question personnelle. Oui. Vous avez gardé Héloïse un petit peu ou pas du tout? Louise? Héloïse, ma compagne, la fille de Ah Nicole. non, oh non, Pas du tout? non. Parce que Nicole ne savait plus si à un moment elle vous l'avait laissé peut-être 2-3 fois pour Ah bah dépanner, peut-être, oui. pour dépanner. Oui, ça je l'ai peut-être eu quelques soirées là, quand elle allait, je sais pas. Mais je l'ai eu, oui, peut-être, oui, effectivement. Mais elle était pas jeune, c'est une petite jeune fille, hein, Ça, déjà, oui, oui. c'était pas, là, on parlait pas. Elle était charmante, gentille comme tout. Je ferme la parenthèse. Elle m'a drôlement... sa maman, à Héloïse, hein, comment elle s'appelle? Nicole. Nicole, oui. Nicole, elle m'a drôlement... Toutes mes peintures, là, c'est grâce à elle. Celle-là, elle m'a dit, quand on a entamé celle-là, elle me dit, il faut que tu fasses ça. Je dis, mais je ne saurais jamais. On commence l'huile, parce qu'on peignait, mais à l'eau. Et là, elle m'a commencé la peinture à l'huile. Je dis, je ne vais jamais pouvoir. Tu vas pouvoir. Et j'ai fait ça. Et elle était très contente de moi. Mais sans elle, j'aurais jamais fait ces peintures. Jamais, jamais, jamais. C'est un petit panneau. J'en ai fait. C'est pas que c'est particulièrement beau, mais je suis contente de moi parce que je ne pensais pas que j'étais capable de faire des trucs pareils. Ah, j'ai passé des bons moments avec elle. Hein. Un petit panneau souvenir pour savoir de quoi on parle. Et oui, il y en a jusqu'en haut. Hop là. Bon, on revient à l'interview. Alors du coup, parlez-moi un peu de votre vie du coup après le mariage, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez pu... qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la vie, on va dire, parisienne de l'époque? Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est cette trace du passé qu'on a pu aujourd'hui avec le monde contemporain. Tout va très vite, à 1000 à l'heure. Et vous avez une vision justement de qu'est-ce qui était. Ben, écoutez, déjà, j'avais un mari qui faisait les 3-8. C'est-à-dire que c'était midi 8h, midi 20h, donc 20h, 4h du matin, 4h du matin, midi. Et puis ça continuait comme ça. On avait une vie de patachon pour lui. Hein. Et puis, il aimait bien son métier. Après, c'est un skieur, mon mari. Et alors, comme les chemins de fer avaient un chalet à Valloires, il est allé à Valloires, on a été à Valloires, on a fait du ski. Et puis, il prenait des fois des gars avec lui pour faire du ski. Et au chemin de fer, ils lui ont dit, mais dis donc, si tu passais ton truc de moniteur officiel, tu pourrais peut-être vraiment emmener les cheminots avec toi et puis leur apprendre à faire du ski. Ben, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il était content. Il emmenait des tas de cheminots et puis on allait à Valloires. Qu'est-ce qu'il a pu skier. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pu skier. Même à Villerville. Ah oui, quand c'est de la neige. Monter au haut un dimanche, ça a fait ça. On n'a jamais vu ça. Monter au haut du bout du haut, tout là-haut, hein. Descendu, la route, et il est descendu là, jusqu'en bas au casino. Et il est remonté, il a fait ça toute la journée. C'est un fou du ski. Et puis, il a décroché son diplôme de moniteur, avec honneur et bonnet. Il a été faire un stage avec lui, et alors après, il emmenait il remplissait le chalet, et puis hop, au ski. Alors c'était bien. Ah, il adorait ça le ski. Il a aimé. Il ne s'est jamais cassé la jambe, c'est déjà ça. C'est ce que j'allais dire, c'est souche du bois, comme on dit. Oui. Ah oui, ça c'était vraiment du bonheur. Du coup, vous avez vécu, avant de parler de vos enfants, vous avez vécu à Paris jusqu'à quel âge? Pas à Paris banlieue, on va dire, mais jusqu'à quel âge? Alors, je suis arrivée à Paris en 1945, enfin à Paris ou la région parisienne, disons. Et puis,
jusqu'à la retraite. Vous êtes revenu à Villerville, c'est Jusqu'à ça, la retraite, tardivement. en 1985. D'accord, donc c'était vraiment... À la retraite, D'accord. oui. Alors du coup, on vient dans le passé. Vos enfants, Oui. racontez-moi du coup dans quel ordre vous les avez eus, donc ces 3 filles. Oui. Parlez-moi un peu d'eux du coup. Déjà peut-être votre première grossesse, comment ça s'est passé, vous aviez quel âge? Attendez, si je me rappelle. Elle a eu 70 ans cette année. Alors ça fait naître en quelle année? 1900... Non, 24. 50, ça fait 54. Ben oui, c'est ça, 1954. 70 ans, vous vous rendez compte, j'ai une fille de 70 ans. Ça ne rajeunit pas tout ça. C'est un cerveau, hein. C'est un cerveau. Ah oui, elle a fait des tas d'études, elle. Racontez-moi un peu du coup, comment ça s'est passé parce que moi je suis jeune père. Donc, Oui. Je sors de cette C'est une période. belle aventure. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc du coup, comment vous avez vécu votre grossesse? Oh, Comment ça très s'est bien, passé? moi j'étais ravie, je voulais des enfants. Alors, j'aime autant vous dire que... Alors, il m'avait dit, mon mari, tu veux des enfants, si on fait des enfants, je te promets pas de m'en occuper, parce que moi, j'ai pas le temps. Alors, si c'est pour les envoyer chez des nourrices, c'est pas la peine. Alors, il faut que tu les élèves, parce qu'autrement, on n'a pas d'enfants. Bon, ben, je dis, tant mieux, moi, c'est tout ce que je demande, avoir des enfants et les élever. Et voilà, on en a fait 3. Presque 4, mais le 4e n'a pas voulu venir. Alors, tant pis. Mais il aura appris à faire du ski à mes filles, j'aime autant vous le dire. Hein. Ah oui. Puis il ne fallait pas qu'elles se plaignent, parce qu'en plus, il était... Non, il était très bien, très très bien. Mais il a été faire du ski jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Et du coup, pour recentrer sur justement vos enfants que vous avez eus à la suite, c'est ça? Quelles sont les années de naissance? 54, 57. Et la 3e, elle a 10 ans avec sa sœur, donc 64. D'accord. Oui, donc 10 ans d'écart. Ah mais moi j'étais contente, hein. Moi c'est tout ce que je rêvais, m'occuper des enfants. Je les habillais, je leur faisais tous leurs vêtements. Hein. J'étais couturière, j'ai tricoté, donc c'était pas compliqué. Et on a eu une vie paisible à cause de ça, parce que j'étais à la maison et que je m'en occupais. Et elles ont bien étudié. Et j'en suis contente. Oui. Et du coup, elles ont une vie à Paris, elles n'ont pas connu Villerville Elles venaient de temps en temps, mais vacances. Hein. Mais autrement, oui, elles ont fait des études à Paris. Ma fille a fait l'école du Louvre, et puis l'école supérieure du Louvre encore, et puis encore autre chose, et puis encore autre chose. Elle a terminé à Paris. Vous savez, il y a eu les missions locales qui ont été créées. Ils en ont créé 12 ou 13 à Paris, et c'était elle qui gérait ça. Alors, c'était important, très très important. Mais elle est incroyable de connaissances, tellement elle a appris des choses. Alors maintenant, elle éduque ses petits-enfants, et elle les emmène partout où elle peut leur expliquer des choses. Elle a été, je ne sais plus, dans l'Est de la France, ou je ne sais pas où, pour leur faire apprendre une ancienne ville qui date de je ne sais pas quand, qui est sous terre. Elle trimballe ses petits-enfants partout, partout, partout. C'est une éducatrice, voilà. D'ailleurs, on va refaire l'ordre chronologique. Alors, est-ce que vous pouvez me donner du coup le nom de chacune de vos filles et ce qu'elles font aujourd'hui dans la vie? Alors, aujourd'hui, leur nom, c'est José, qui est née en 54, là. Sophie, qui est née en 57, et 64, c'est Agnès. Elle est à Toulouse, elle. D'accord. Et elle a fait des études. Comment je vais vous dire? Je ne sais plus où elle a fait ses études, mais elle a travaillé chez Chaumet. Elle créait des bijoux et elle faisait ça. C'était son métier. D'accord. L'aînée,
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des études et elle... Elles en ont tellement fait que je... La deuxième, c'est pas compliqué, elle a été directrice d'école. À côté de la Nation, là, elle avait 300 enfants à l'école. C'est vous dire que... Oui. Et plus les professeurs, les maîtresses, les maîtres, je ne sais pas combien elle avait de personnel, mais c'était dur, hein. Mais elle adore son métier, elle a adoré son métier. Elle était institutrice, oui. D'accord. Donc du coup, vos filles aujourd'hui sont toutes à la retraite, c'est Ah ça? oui, Oui. oui. Non, la plus jeune, elle n'y est pas encore. Encore. Quand elle va arriver demain ou après-demain, elle vient me voir, là, de Toulouse. Elle est descendue à Toulouse. Pourquoi elle est descendue attendez, je cherche ce qu'elle faisait comme métier, elle. Agnès. Où est-ce qu'elle travaillait? Oh, c'est malheureux, je ne me rappelle même pas. Paris. Je ne me rappelle pas. Bon, elle nous le rappellera demain. Ah, c'est terrible, hein. Avec ce qu'ils m'ont donné, la morphine, là. Ça m'a complètement bousillé le cerveau. C'est pas très grave. Déjà, je trouve que votre Aussi, mémoire c'est est- grave. votre Oh non, mémoire est non, non, remarquable. croyez-moi, j'en connaissais beaucoup plus. Ah, bah oui. Là, j'ai beaucoup de mal à... Ah, mais c'est pas évident, de toute manière, après, de se rappeler de tout. C'est vrai qu'en plus, là, j'arrive, je vous pose 1000 questions d'un coup. Elle est encore au travail, mais elle ne travaille plus dans les bijoux. Elle a perdu son... Quand elle a quitté Paris, elle a quitté son travail. Alors, on va revenir du coup sur votre... Est-ce que vous avez des anecdotes pendant toute votre vie à Paris, où vous avez élevé vos enfants? Donc vous nous avez parlé de votre mari, lui qui avait fait en parallèle de son travail, donc c'est son hobby de Du skieur ski. qui était devenu plus qu'un hobby du coup, parce qu'au final il a fini par former ses collègues. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes sur cette période? Parce qu'on a quand même connu historiquement en parallèle, il y a eu la guerre froide, il y a eu... Ça ne nous a pas gênés, la guerre froide. Oui, il y a eu d'autres choses peut-être à cette époque qui vous ont plus marqué du coup? Une vie normale. On a fait plein de trucs, mais tout à fait normaux, hein. On n'a même jamais eu d'automobile. Ah bon? On n'avait pas de voiture. On ne payait pas le train. On n'allait pas s'acheter une voiture. On a commencé à avoir une voiture quand il était en retraite ici, parce qu'il fallait aller faire les courses et moi, je n'ai pas de permis de conduire, hein. C'est vrai que La voiture a été revendue dès qu'il était parti. vous n'avez pas une petite anecdote, des choses qui vous reviennent de cette époque, des choses peut-être que vous voulez raconter? Non, des anecdotes de quoi? On a eu une vie paisible, hein. Justement, Alors, dans des la vie- anecdotes heureuses, on n'est pas obligé de raconter que des anecdotes tristes. Ah, bah oui, bah, je ne sais pas quoi vous dire, moi. Je sais pas, vous avez peut-être fait des vacances. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé ou pas? Ben, on a été, oui, en vacances un peu à droite et à gauche, hein. On allait à Valloire, d'ailleurs, faire du ski aussi. Avec les filles, elles ont appris à faire du ski avec leur père, hein. Pas moi, parce que moi, je ne suis pas douée. Je suis une fille de la mer, je ne suis pas une fille de la montagne. Mais le chalet à Valloire, il est bien, alors ça vaut le coup, hein. On est gâtés au chemin de fer pour ça, hein. C'est une belle organisation. Enfin, c'était, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'était confortable. Le salaire n'était pas gros, mais on avait quand même du bonus, hein, derrière. Oui, Vous savez, oui, bah oui, le fait de pouvoir se déplacer, d'aller là où on veut, partout en France, on a été visiter des tas de trucs, hein. Alors, c'est déjà un avantage. Du coup, parlez-nous de votre retour à Villerville. Est-ce que... En retraite. Oui, c'est ça, à partir de la retraite, Oui. qu'est-ce que vous avez fait du coup? Eh ben, moi, j'étais très contente de revenir à Villerville, parce que je ne me voyais pas passer une retraite à Paris. Et lui, eh ben, ma foi, bon, il a construit sa maison, certes. Ça, c'était avant. C'était juste avant qu'on vienne en retraite. Ah oui, donc il était sacrément en forme. Ah ben, et je peux vous le dire. Et je peux vous le dire que quand il a monté ce côté-là, qu'il a fallu qu'il rentre cette fenêtre-là, eh ben, il y avait les gendres qui étaient là, avec une chaîne qui lui tirait pour monter la fenêtre.
et c'est lui qui l'a posé. Il était derrière sur un échafaudage, et il a fait ça tout seul, hein, là. Mais il a construit tout ça, tout ça. Il commandait les parpaings avant qu'ils viennent le week-end ou les autres jours, je ne sais pas quand est-ce qu'il avait des congés. Et les gens, il déposait les parpaings là-bas, en bas, là. Et c'est lui qui ramenait tout ça et qui montait, Et il a fait ça tout seul. Il a déjà abattu la maison. Enfin, là, c'était un trou immonde. C'est pas compliqué. Alors, il a descendu tout le reste. Puis, il a partagé sa maison là-haut. Il a fait des chambres. J'ai ma chambre en bas, là. Il avait son bureau au bout, là-bas. C'est lui qui a fait ça. Et il venait, dès qu'il avait un peu de temps à Paris, pouf, tous les congés, il venait travailler, tout seul. Ah oui, il a bossé, mais il était content, il aimait bien. Puis une fois qu'on a été installé là, ben on était comme des rois. Hein. Puis après, il s'est intéressé à cause du postier. Monsieur, comment il s'appelait, le facteur bon, enfin bref, à l'époque, ce facteur-là qui était là, je sais pas, ils étaient du Parti Socialiste tous les deux, alors ils se comprenaient. Et puis, je crois que le facteur l'a emmené au moment de l'élection de monsieur... Qui c'est qui est maire en ce moment? Michel Maresco. Voilà. Au moment de son élection, eh ben, ils ont œuvré justement pour que tout ça, ça marche bien. Et il s'est attaché à tous les gens de Villerville, il les connaissait mieux que moi. Je vous l'ai dit, il plantait du muguet tout le long du mur là, pour au 1er mai aller porter ces petits branches de muguet chez les personnes âgées. C'est vous dire un petit peu. Oh, mais il adorait cette vie à la mairie et s'occuper de ci et s'occuper de ça. Vraiment, il était heureux comme tout. Hein. Mais c'est pas pour crâner, hein, pas du tout. C'était en lui, de tout ce qu'il pouvait imaginer, il le faisait pour le bien de tout le monde. Hein. Ah oui, non, c'est pour ça, j'avais un mari extraordinaire. Hein. Il picolait un petit peu, mais ça faisait du bien. Non, je le critiquais pas pour ça. Je le critiquais pour rien, d'ailleurs. Oui, tant que c'est pas maladif. Non, du tout. C'était amical. Oui. C'était amical. Oh, bah comment il s'appelait ce facteur Bon, c'est pas très grave. Ça vous C'est reviendra. terrible, hein. Ça vous reviendra. Qu'est-ce que j'ai perdu Et alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette période? Donc, à partir du moment où vous êtes revenu vous installer ici, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez justement des... On avait maman, j'avais ma mère aussi. Ah, qui était... Parce que ma mère, quand elle était toute seule, elle était veuve, pas riche, et il a toujours pris, même à Paris, on l'avait. Alors on l'a ramenée ici, à Villerville, et puis elle était contente de revenir à Villerville aussi un petit peu. Quoiqu'elle avait tellement de mauvais souvenirs que je ne sais pas. Mais enfin, elle était contente quand même d'être là, oui. Mais avec sa belle-mère, il était adorable. Hein. Alors là, comme un fils. Hein. Peut-être même mieux qu'un fils. Ah oui, il s'en est bien occupé. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter du coup sur cette période, la fin des années 90, début des années 2000? On était à Villerville. Vous étiez resté ici? Okay. Bah oui, bien sûr. Votre mari est décédé en quelle année? Ben, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, donc 2003. 2003. 2003, oui. D'accord. Et on s'y attendait pas. Vous avez des choses à nous dire sur ce sujet? Non, pas trop. Pas trop. Il y a eu beaucoup de monde pour qu'il lui rende hommage. Je suppose qu'il a eu... Oui. Il a eu beaucoup de... Il était beaucoup aimé. Beaucoup, oui. Mais... Il était conseiller municipal à cette époque? Oui. Ouais. Premier adjoint. Ils se sont bien entendus avec M. Maresco. Oui. Et après, du coup, alors comment vous avez vécu votre vie, du coup, de veuve? Ça a été... Vivoter. Parce que les enfants étaient partis déjà. Hein, je me suis retrouvée toute seule. Ben, ça fait 20 ans. Les journées sont longues. Puis plus de voiture. Oui, pas de permis. J'avais pas de permis, donc on a revendu la voiture dès qu'il a été décidé.
Et puis après, quand j'ai eu, là, il y a 1 an, cet accident au mois de novembre, je peux vous dire, ça m'a bien arrêté parce que j'allais faire mes courses. Je me débrouillais bien toute seule, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où je ne peux plus marcher, je peux pas aller à Coxy Market, hein, c'est pas possible. Le déambulateur, il est plus large que le trottoir. Je ne vais pas marcher dans la rue. Et puis, je peux tomber aussi, parce que ça m'arrive aussi, ça de tomber. Alors, je me ramasse. Et pourtant, je ne bois pas. Alors, si je buvais, qu'est-ce que ce serait? Mais peut-être que ce serait bien. J'aurais peut-être plus de tonus. Parce que moi, je vous trouve très enfant. Ah oui, je me plains pas. Ah Hein. oui, là, franchement, Je me plains pas. Alors, j'ai peut-être des questions qui vont être plus d'ordre par rapport à la société, des questions aussi peut-être un peu spirituelles, dans le sens... Spirituel à Villerville, c'est terminé, je vais plus à la messe. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est Voilà. quel est votre rapport, Non, non. votre rapport avec justement votre éducation catholique? Ah, Qu'est-ce que alors vous en moi, avez fait en fait dans votre eh ben, vie? déjà à Paris, parce qu'on avait des copains là-bas à Paris, on avait Michel Paulien, Bernard Quatennose et Monseigneur Le Siger. C'était nos copains. Et figurez-vous que les 2 premiers, là, il y a longtemps qu'on les connaissait, ils sont venus à Villerville. Ils ont même pris la maison, là, avant que je la revende, pour qu'ils viennent quand ils avaient... Je leur disais, vous venez quand vous voulez. Oui, oui, on vient quand... Bon. Alors ça, ces 2-là, c'était nos 2 copains. Et Monseigneur Lustiger, je l'ai rencontré plus tard. Je ne sais même plus où. On était en réunion avec ces 2-là. Il est venu vers moi. « Tu es Cécile ?» il me dit. Je dis « Oui ». Alors on se tutoie. Oh, je dis « Non, Monseigneur, c'est pas possible. Je pourrais jamais vous tutoyer. » Alors on ne se parle pas. Ah ben, je dis « Non, quand même. » Ben, on se tutoie. Vous vous rendez compte? Un archevêque, et on se tutoyait. Moi, c'est comme si je recevais une merveille sur la tête. Si simple, si gentil, si bien. Ben, les autres ils avaient chacun une paroisse, Michel et l'autre, là, et en même temps, ils étaient des évêques de Notre-Dame. C'est incroyable. Je les ai là, tous les 2, là, d'ailleurs. Ça, c'est des copains, mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Alors, ils venaient de temps en temps, et puis ils sont même venus avec des amis comme ça. Ils ont fait une réunion, là, dans la maison, là, puis aller à la plage et tout. Puis alors, une des dernières fois où ils sont venus, il y a Michel qui dit oh, je m'en vais faire... On mangeait le midi, et puis après manger, il nous dit oh, moi je m'en vais me balader un peu, j'en ai marre d'être à table comme ça. Ben allez, vas-y, vas-y. Bon, il descend. Puis il a été long à remonter, alors l'autre est descendu. Il dit, je vais aller voir, qu'est-ce qu'il fout, pourquoi qu'il ne remonte pas, qu'est-ce qu'il en... Parce qu'ils étaient comme ça. Alors, après on a rigolé, parce que quand ils sont remontés, il dit, oh, vous savez, on a failli être arrêtés par des flics. Ah bon? Il dit, oui, quand je suis descendu pour voir cet andouille-là qui était à la plage, là, eh ben, il était accoudé sur un truc, là, il regardait. Alors j'y ai tapé, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, il tombe par terre. Je viens pour le ramasser, une voiture de flic qui descend. Il dit, vous, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous êtes en train de vous battre? Non, 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 on sera... Des évêques de Paris et de Notre-Dame. Ah non, mais c'était toujours comme ça avec eux. Qu'est-ce qu'on s'amusait bien. Ils étaient d'une gentillesse, mais alors... On a envie d'être chrétien avec des gens comme ça, parce qu'ils sont dévoués pour tout, hein, pour tout. Oui, on a vécu des beaux moments. Mais Lustiger, quand il m'a dit on se tutoie, oh, c'est pas possible, Monseigneur, c'est pas possible. Si, tu vas me tutoyer, sinon je te parle pas. Oh là 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 là. C'est du bonheur, ça, quand même. Hein. Ah bah oui, complètement. Qu'est-ce que vous pouvez, du coup... Par rapport justement à votre âge, vous avez vu la société changer Oh là de A à Z presque, on va dire. Enfin, on est passé d'un ancien temps qui a duré, on va dire, avant l'ère industrielle. Hein, enfin, le début, vous avez vécu le début de l'ère industrielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez des... c'est tellement facile maintenant, la vie, que
On n'est même plus des créateurs. On n'a même plus envie de faire autre chose. Tout vous est donné, tout est... Et tout va de travers. Et tout va de travers. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de mauvais chemins qu'on prend et que dans le système de l'éducation, les enfants ne sont pas très bien éduqués. Et ils sont dans la vie mauvaise beaucoup trop jeunes. Ils sont au courant de tout beaucoup trop jeunes, les enfants. C'est des enfants qui... On les prend mal, ces enfants-là, maintenant. On veut tout leur faire apprendre, et pour en finir, ils ne peuvent pas comprendre tout. Alors, ça fait des bêtises. Regardez le nombre, en ce moment, de jeunes qui se baladent avec des armes et qui tuent les copains à Paris. Combien il y en a depuis quelque temps? C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on doit les faire rentrer avec des armes Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais c'est vraiment catastrophique. Un copain qui tue un autre copain parce qu'il a un revolver. Mais où est-ce qu'il l'a eu, ce revolver? Il faut de l'argent. Comment est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour eux? C'est des gosses qui sont foutus, ça. C'est pas normal. On est dans des trucs complètement... Puis alors maintenant, faut voyager, il faut aller là, il faut aller aux grandes machines. D'accord. Non, moi je ne suis pas contente de... Oui, des tournures de ce que... Non. Et par rapport à la... On va dire, comme vous avez dit, aujourd'hui tout est plus facile, tout est... Oui. Et par rapport justement à cette technologie, qu'est-ce que vous avez vu, votre point de vue? Vous avez vu un monde où il n'y en a presque pas, comme on parlait. Votre père, qui faisait l'électricité dans le bâtiment, ce n'était pas une norme à la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ce monde connecté, on va dire? Quelle est votre vision à vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne sais plus, parce que moi j'ai perdu mon latin. Dans l'éducation, dans la façon dont on élève les enfants, et comment est-ce qu'on les éduque. On veut leur donner la liberté, vite. Il faut qu'ils apprennent à être libres et à se débrouiller tout seuls. Ben oui, mais il faut déjà apprendre à vivre. Non, j'ai peur que ces générations-là soient vraiment malheureux, parce que ça ne va pas. Moi, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas. On n'apprend plus la politesse, on n'apprend plus... Il y en a, si, mais ils ont tellement de permission, ils ont le droit de tout faire. Alors, je ne sais pas, l'éducation n'est plus du tout la même, moi j'y comprends rien. Oui, si vous avez un levier d'action, vous, c'est surtout justement par rapport à l'éducation et par rapport Ah oui, ça me fait peur, moi, pour eux, pas pour moi. Moi, ma vie, elle est finie. Mais pour ces générations-là qui arrivent, ça me fait peur, oui. Oui. Alors, on va aborder un autre sujet par rapport justement à la société, la technologie, tout ça. C'est un sujet qui, du coup, là, c'est assez personnel parce que, comme je vous ai dit, j'ai interviewé beaucoup de gens qui ont votre âge. Et en fait, j'aimerais faire un rapport, on va dire, entre les jeunes qui viennent d'arriver dans ce monde et ceux qui vont bientôt le quitter, tout simplement. Oui. Et en fait, ce que je voulais voir avec vous, c'est quelle est votre vision de ce qu'on appelle la mort? Quelle est votre... je ne sais pas, si vous avez une manière de voir la chose. Il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Quelle est votre vision sur cette question de la mort? Rien. Ça ne me fait pas peur du tout. On sait bien qu'on va y aller. Hein. Alors, il n'y a pas à pleurer. C'est le chemin. Tu nais, tu vis, tu meurs. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Alors, autant faire d'essayer de mourir le plus tard possible, bien sûr, de ne pas abîmer notre corps avant l'âge, et puis d'être assez raisonnable. Mais il faut vivre aussi, mais pas exagérer dans la vie, pas exagérer. Faire attention à soi, puis faire attention aussi un petit peu aux autres. Mais on sait bien qu'au bout, on va y arriver.
Pas faire l'imbécile quand on a une moto ou bien quand on a une bagnole, parce que sous prétexte qu'on est costaud avec ça. Non, non. Tu prends ta bagnole, elle te rend service, point final. Elle ne doit pas te tuer, c'est pas possible. Bon. Est-ce que vous avez une vision particulière de ce qu'on peut appeler l'après-mort? Oh non, pas du tout. Alors là... Par rapport à votre éducation catholique? Ah non, ben rien. Non, faut pas... Non. Faut être lucide. Hein? Moi, le ciel... Amen. Hein. Non, non. On est mort, on est enterré. Bon, moi, j'espère être enterré à côté, là. J'ai toute ma famille qui est là. Alors... Puis après ça, c'est fini. Et ceux qui sont morts il y a 1000 ans, vous les retrouvez, vous? Ouais. Moi, je voulais justement... S'ils étaient revenus, tous ceux qui sont morts, eh ben, il y aurait autre chose comme monde sur la Terre. Hein. Ou alors, je ne sais pas où ils sont partis. Où sont-ils partis? Non, non, il ne faut pas rêver. On est mort, on est mort. Il n'y a pas de honte à ça. Et Dieu merci, on est mort, hein, parce que on a fait son temps. La réincarnation des bouddhistes, vous en pensez quoi? Oh, moi, je ne m'occupe pas de ça. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, les autres religions. Une religion, c'est une religion, chacun croit ce qu'il veut, mais point final, hein, on la vit que le temps de notre temps sur la Terre, et on est là dans la religion qui nous va le mieux, peut-être, j'en sais rien. Mais je ne suis pas trop religieuse, moi. Même avec vos amis, vous n'aviez pas des discussions non. De cet ordre? Non, non, non. Non, non. Il faut donner l'exemple du bien et pas du mal. Et puis après ça, ben, tout va bien. Il faut essayer d'être bon avec les autres. Il ne faut pas être bête, mais il faut être bon. Ils sont dans la misère, il faut les aider. S'ils font les imbéciles, il faut les secouer. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas imaginer des milliers de choses. C'est pas la peine. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous... J'aime bien finir mes interviews par une chose, c'est imaginer que on est dans 200, 300 ans. C'est-à-dire que je suis mort, vous êtes mort, tout le monde est mort ici. Il y a plus personne oui. Depuis longtemps. Oui. Et en fait, quelqu'un tombe sur cette vidéo. Oui. Voilà, imaginez, qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces gens qui vivront dans ce monde? Alors, ça dépend de leur évolution à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas s'ils vont avoir conscience du bien, du mal, de aimer les uns et les autres. Mais ça, comment le dire? Il peut y avoir tellement de choses qui peuvent nous faire évoluer dans le bien ou dans le mal. Mais il faut être vigilant, il faut rester dans le bien, ne pas faire du mal aux autres. Quand vous ne faites pas de mal, personne ne souffre. Mais ça demande des sacrifices peut-être, mais ça ne fait rien. Il faut être dans le bien. On jette le mal. Et ça, c'est facile à voir, hein, quand on est mal. Quand on dit des vilaines choses, quand on fait du mal à... Enfin, j'en sais rien, moi je ne fais pas de mal, mais... J'hésitais même à donner une claque à mes enfants. Parce qu'une claque, c'était trop. Il fallait s'y prendre autrement. Voilà. On fera l'interview avant. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une dernière chose à rajouter, peut-être Que je souhaite du bonheur à tout le monde. Du bonheur. Et qu'on crée le bonheur soi-même vis-à-vis des autres. Il faut y faire très attention. Parce que des fois, on a des paroles un peu vilaines qui peuvent faire du mal. Il faut faire attention à tout. Mais il faut aimer de tout son cœur. Même si quelquefois ça ne nous plaît pas, il faut choisir la bonté. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Oh ben, il n'y a vraiment pas de quoi. J'ai dû dire des bêtises, mais c'est pas grave. Mais bon. On n'est pas à une bêtise près.